18h37, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Catherine Ney, toujours avec nous. Merci d'être là. Catherine Ney, évidemment éditorialiste Europe 1. Henri Guénaud nous a rejoint. Bonsoir Henri Guénaud. Bonsoir. Merci d'être là. Ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Vous publiez ce livre à la 7e fois, Les murailles tombèrent, aux éditions du Rocher. On est un peu dans l'expectative après ces crises de nerfs à répétition auxquelles on a assisté, que ce soit à l'Assemblée, que ce soit au gouvernement. Est-ce que vous avez le sentiment que nous sommes au cœur d'une crise politique après l'adoption par le Parlement de la loi sur l'immigration? Une crise politique ou une petite crise politique ou pas de crise politique pour vous, Henri Guénaud? Non, une vraie crise politique et surtout un coup très dur porté aux institutions. Ah oui? C'est-à-dire, le président de la République qui fait pression sur son Premier ministre et son ministre de l'Intérieur pour aboutir à un accord. Et qui, l'accord conclu, déclare qu'il va demander au Conseil constitutionnel de faire le tri parce qu'il y a dans cet accord qui a été conclu sous son égide et qui a été voté par le Parlement et par l'essentiel quand même de sa majorité, auquel il a demandé de voter. Il explique que dedans, il y a beaucoup de dispositions qui ne lui plaisent pas et qui sont d'ailleurs probablement inconstitutionnelles. Et donc, il s'en remet au juge constitutionnel pour faire le tri. C'est quand même du jamais vu. Voilà, ça délégitime l'action du président ou pas? Mais ça délégitime les institutions surtout. C'est-à-dire que c'est incompréhensible du point de vue institutionnel. C'est une instrumentalisation des institutions comme on l'a jamais vu. Jamais vu. Alors on peut se dire que c'est de l'habileté politique, mais non. C'est une instrumentalisation des institutions. Après bien d'autres, hein, mais celle-là, quand même assez étonnante, qui abîme les institutions, voilà. Et donc la légitimité du président aussi, mais en tant qu'institution, c'est-à-dire dans quel état vont être les institutions à la fin de ce mandat. Donc la République elle-même, on parle de... en tout cas la 5e République. D'atteinte à la 5e. Mais dans un contexte de crise de la démocratie qui est très profonde, pas seulement en France, mais aussi en France, et de crise de la société, et de crise de la politique, donner un tel spectacle. Alors, je précise quand même que tout le monde y a mis du sien. Hein. C'est-à-dire tous les partis, tous les groupes, tout le monde y a mis du sien, en faisant semblant. Il n'y a rien de pire que la politique qui fait semblant. Faire semblant de faire une loi qui fait semblant de résoudre le problème de l'immigration. Aller en même temps à Bruxelles pour négocier le pacte migratoire qui va s'imposer à notre loi nationale. Ramener le juge constitutionnel dans le circuit pour faire le tri de tout ce qui a été rajouté. À sa demande et pour faire plaisir, pour obtenir un accord avec LR. Mais après, la suite, c'est aussi que les juges, le juge européen, le juge, la Cour de cassation, le Conseil d'État vont faire aussi le tri dans ce qui va rester. Il ne restera rien donc. Si je vous mais il ne restera presque rien d'utile. Et ce qui est utile, on en reparlera peut-être. Enfin, ce qui aurait pu avoir ce qui avait un effet juridique, à défaut d'avoir un effet sur l'immigration, était assez malvenu en réalité, mais on va sans doute Catherine Ney, est-ce que vous partagez l'avis d'Henri Guénaud? Oui, mais ça, le président est un homme d'abord qui doit gérer le fait qu'il n'a pas de majorité. Il est le premier président il a été réélu, les autres, ses adversaires ont bien dû s'incliner, donc ça veut dire qu'il était considéré par les Français comme meilleur que l'offre les autres, mais il n'a pas fait campagne, et d'une certaine manière, une campagne, un pouvoir, ça se mérite. Là, il n'a pas fait campagne, et contrairement à ses prédécesseurs, il n'a pas demandé aux Français de lui donner une majorité, il a été exaucé d'une certaine manière. Et là, il se rend compte qu'il y a des difficultés, alors qu'il surmonte grâce au 49.3, et puis là, il a inventé à nouveau quelque chose. Mais quand vous disiez que tout le monde a joué un jeu bizarre, c'est-à-dire qu'à la fois, Gérald Darmanin a poussé les sénateurs LR à durcir la loi, à prendre des mesures qui sont peut-être anticonstitutionnelles, mais enfin d'aller loin pour répondre d'ailleurs aux vœux des Français, qui ont beaucoup changé depuis 15 ans et qui maintenant... c'est pour ça, il ne faut pas s'étonner pourquoi ils soutiennent le Front National, qui est depuis longtemps, qui dit la même chose sur l'immigration. Donc,
Le Rassemblement national. Le Rassemblement national. Donc, il a poussé à faire cette proposition qui est venue après vote au Sénat. C'est une loi de compromis avec l'UDI, mais les sénateurs centristes, les sénateurs Renaissance ont voté le projet du Sénat. Et après, c'est au Sénat où il s'est aperçu que ça ne marchait pas du tout et que la commission des lois a détricoté 66% de la loi. Donc, ça devenait... Et donc, il a donné les ordres qu'il fallait faire cesser à Mme Borne de faire cesser de ce désordre. Et donc, elle a quelque part donné tout ce que lui demandait le président. Non, tout ce que demandait le président et tout ce que demandait LR pour avoir... voilà. Donc elle a obéi aux injonctions. Elle a déboyé aux injonctions, mais du coup, elle a perdu, elle était un peu la défense de l'aile gauche de... Voilà, et puis aujourd'hui, la loi est votée et le président attend ce que va lui dire le Conseil constitutionnel avant de la promulguer. Voilà. Henri Guénaud, il y a un ministre qui a démissionné, le ministre de la Santé, alors que, entre parenthèses, l'hôpital va mal, mais bon, il a le sens des priorités. Oui. Est-ce qu'il peut y avoir une succession comme ça de démissions, de défections? Il y a 32 départements de gauche qui font sécession, ils n'appliqueront pas cette loi immigration, notamment pour l'allocation autonomie. Sur la première question, je n'en sais rien. Il est toujours très difficile pour un ministre de démissionner, même quand ses convictions se trouvent un peu prises en porte-à-faux. Bon. Donc je n'en sais rien, mais... Au fond, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est il y en a au moins un qui a mis ses convictions en accord avec ses actes, mais encore une fois, c'est le spectacle qui est donné. Alors, vous parlez des conseils départementaux, mais les conseils départementaux, ils vont pas contrarier la loi, ils vont juste voter une allocation qui compensera celle qui a été supprimée ou encadrée par la loi. Je ne vois pas très bien sur quel fondement on pourrait les empêcher de le faire. Évidemment, dans le contexte actuel, ça rajoute du désordre au désordre, du chaos au chaos. Mais tout ça pour ça, c'est-à-dire, encore une fois, cette loi ne servait à rien à partir du moment où on avait refusé d'engager le vrai débat politique, qui est la condition de tout le reste, qui est la question de la place de la loi nationale par rapport aux conventions internationales, aux traités, aux droits dérivés européens, et ensuite la question aussi de savoir comment jugent nos propres juges. Dans le domaine du droit des étrangers, il faut le dire et le redire, c'est le juge qui décide et pas le législateur dans l'état actuel du système juridique. Alors, soit on modifie ce système juridique, soit on se moque du monde en réalité, c'est-à-dire on fait semblant. Et en faisant semblant, on court le risque dans 3 ans de voir que ça n'a rien changé, et les gens diront, ils nous ont menti une fois de plus. Donc c'est délétère. Alors, on s'est attaqué à 2 ou 3 choses, mais je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Alors, je laisse de côté l'AME qui, heureusement, est sortie du champ, mais l'AME, ce n'est pas le juge qui décide, c'est le médecin qui décide. Donc, vous pouvez faire toutes les lois que vous voulez, ça ne va pas changer. Tous ceux qui ont excité les gens sur l'AME n'ont aucune porte de sortie en réalité qui soit portée. Après, il y a la fameuse histoire des APL. Alors, juste un mot dessus parce que ça agite le monde. Alors, les APL, c'était dès l'origine, l'APL, en tant que telle, une mauvaise idée. Pourquoi ? On s'en est rendu compte par la suite. Parce que quand vous donnez des aides aux locataires pour payer leur loyer, les loyers augmentent. Voilà. Donc, l'APL a été inflationniste. Donc, tout ça fait que finalement, ça ne sert à rien. En revanche, que le jour où vous la supprimez, vous avez un problème. Parce que les loyers restent en haut et le revenu, lui, il descend. Bon, alors ça, c'est la première chose. Donc, c'est mauvais, mais c'est très difficile de la retirer ou de la baisser. Mais moi, je trouve curieux le message qui est envoyé dans une loi sur l'immigration en essayant de réduire. Alors, surtout pour ceux qui n'ont pas de travail, ceux qui ont du travail, il y a 3 mois de carence, c'est pas énorme. Mais est-ce que le but, c'est de faire en sorte que ceux qu'on a laissés rentrer, qui sont là, en plus là il s'agit de gens en situation régulière, ne puissent pas se loger. Mais s'ils ne peuvent pas se loger, ils vont aller dans la rue. Donc on va avoir des camps de toiles de plus en plus importants. Ça va pas être, ça risque de ne pas être simplement des centaines, ça risque d'être des milliers, des dizaines de milliers. Si les gens ne peuvent pas se loger, en tout cas c'est le message est étrange. Est-ce que ça veut dire que, tant pis, ils iront dans la rue? Mais s'ils vont dans la rue, qui va supporter ça? C'est tout le problème. Alors on dit c'est une pompe aspirante, je suis pas sûr que ça soit vraiment une pompe aspirante, mais ce dont je suis sûr, c'est que plus on restreint leur capacité de se loger après les avoir laissés entrer, et
plus le désordre va s'accroître. C'est ce qui se passe aux portes de Paris. Alors, il y a un camp, puis le camp, quand les gens en ont assez, on le déplace à une autre porte, et là, il va y avoir beaucoup de camps. Voilà, c'est passionnant. Oui, non, mais je veux dire, aujourd'hui, il y a à peu près 160 demandes d'asile par an. Bon. Mais c'est ça le problème. Oui, le problème. Et alors, alors là, je crois qu'on a raccourci le temps de réponse, parce qu'il y a beaucoup de recours, mais on sait que sur les 160 000, à peu près 70% sont rejetés. Mais ils ne partent plus. Et c'est ça le problème du logement se pose. On les a laissés entrer, ils sont entrés, ils demandent l'asile, on leur répond trop tard. Et après, on ne sait plus quoi faire. Et ça pose de vraies questions parce que dans la région parisienne, il n'y a plus les moyens de les loger. Alors ils sont dans la rue parce qu'on ne sait pas où les loger, on ne sait pas comment faire. Mais si vous restreignez encore leurs moyens de se loger, on n'arrange rien. Ce que je veux dire, c'est que en réalité, le combat, il se livre sur la frontière. C'est-à-dire, est-ce qu'on les laisse rentrer? Est-ce qu'on a encore des frontières? Je parle des frontières juridiques aussi. Donc là, on revient à la remarque précédente. Mais c'est ça le point. Une fois qu'ils sont là, il est extraordinairement difficile de les faire repartir. D'abord parce qu'il faut que les pays d'origine les reprennent. Il faut qu'on épuise tous les recours dans le cadre actuel de notre système juridique. On ne peut pas les laisser, le médecin décide s'il soigne ou s'il ne soigne pas, s'il hospitalise ou s'il n'hospitalise pas. On ne peut pas les laisser tous dans la rue. Enfin, voilà, on se met dans une situation, est dans une impasse et ça ne concerne pas que le droit d'asile, parce que là, par exemple, l'APL, ça concerne des gens qui sont en situation régulière. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas maîtrisé les flux depuis des décennies. Et non seulement on n'a pas maîtrisé les flux, mais en plus, on n'a pas traité le problème de l'assimilation de ceux qu'on laissait rentrer dans une société qui est une société fracturée. Et vous dites assimilation, Henri Guénaud, vous dites pas intégration. Non, je dis assimilation. Parce que l'intégration, c'est matériel, social, c'est le logement, le travail. Et l'assimilation, c'est la prise en partage d'une culture commune, pas l'oubli de la sienne, mais d'une culture commune, d'une histoire commune, d'une civilité commune, et d'une forme de civilisation commune. Et si vous n'avez pas ça, vous finissez par avoir deux peuples sur un même pays, dans un même pays, sur un même territoire. Vous savez, on peut aller voir ce que ça donne, en Palestine ou en Israël. Bon, je veux dire, le pire, c'est que nous en sommes arrivés au point où nous ne pouvons plus assimiler ce que nous avons laissé entrer, mais nous assistons même à la désassimilation, à la troisième génération ou quatrième génération, d'une jeunesse que l'école n'arrive plus. N'a pas voulu non plus. Hein. C'est-à-dire c'est aussi un choix, ça a été un choix politique et idéologique de laisser tout ça se déstructurer, se défaire. Bien sûr. Catherine, non, le problème, c'est que peu à peu, dans les HLM, dans les banlieues, la mixité sociale a disparu parce que... au bout d'un certain, quand il y a un peu plus trop d'immigrés, disons les Français de souche ne se reconnaissent pas, alors qu'un temps, la mixité se faisait bien. C'était des apports de culture différents avec des gens qui se recevaient, où la religion ne primait pas. Il y a eu un temps heureux, peut-être à la première ou la deuxième génération. Mais maintenant, dans les HLM aujourd'hui, où la plupart des gens ont une aide, voilà. Mais les Français qui sont là depuis longtemps, qui sont dans ces HLM depuis 30 ans, ils n'ont pas d'aide. Et en plus, comme vous le dites, le loyer ne cesse de monter, puisqu'il faut bien que... Et puis il y a le reste, il y a la délinquance, il y a les trafics de drogue. Je ne sais plus où j'ai vu un rapport où ici, plus de 200 000, le nombre de gens qui vivent des trafics de drogue, qui font la loi dans les quartiers. Simplement, on est dans un système où on préfère mettre les policiers en prison et laisser les voyous dehors. Donc là encore, c'est un problème. Il y a un problème aussi là du type de justice qui est rendu, de la manière dont on traite les forces de l'ordre. Voilà, et c'est pas... Vous savez, l'autorité, c'est quelque chose qui s'intériorise et ça s'apprend dans l'éducation, dans la famille, dans la vie quotidienne, à l'école. À partir du moment où on a tout laisser tomber. Non, mais quand la mixité sociale disparaît dans les villes, dans des petites villes, dans des quartiers, l'assimilation ne peut plus... Il n'y a plus d'assimilation possible. Catherine, dans quelques instants, dans la soirée, le président va prendre la parole à la télévision. Quel numéro va-t-il nous faire? J'ai envie de vous demander. C'est quelqu'un qui parle facilement et qui va beaucoup parler. 2 heures. Voilà. Alors, je ne sais pas ce qu'il va dire. Il va tirer les leçons de ce qui vient de se passer, il va être très content. Enfin, je ne sais pas comment il va le prendre, mais
Ben, il va beaucoup parler. Alors, qu'est-ce qu'au bout de Qu'est-ce 2 qu'on en heures, retiendra? qu'est-ce qu'on en retiendra je ne sais pas. Quelquefois, on est enfoui dans trop d'impôts tue d'impôts, trop de paroles tue la parole. Je ne sais pas. Mais il a eu besoin de parler. Je pense qu'une bonne demi-heure aurait suffi, moi, je pense. Oui, mais c'est... Henri Guénaud, Il y a des leçons à prendre, vous savez, sur le passé, le vieux monde. Oui. Quand le général de Gaulle ou Georges Pompidou venaient à la télévision pour faire une allocution solennelle, parce que la situation l'exigeait, il parlait très peu de temps, mais chaque mot était pesé, chaque mot porté. Là, aujourd'hui, on bavarde, on vient bavarder. Alors, c'est pas propre au président actuel, même s'il a poussé l'exercice assez loin. Mais voilà, on a enlevé toute solennité, toute gravité, voilà, et donc ça ne porte plus. François Hollande estime, lui, qu'Emmanuel Macron a pris les idées de l'extrême droite. Qu'est-ce que vous en pensez, Henri Guénaud? Je pense qu'il ne faut pas non plus... je trouve que là, on a c'est toujours pareil. Hein, quand je dis tout le monde y met du sien, oui. C'est qu'on exagère. On a l'impression qu'on a basculé dans le fascisme ou le nazisme depuis hier soir. Il ne faut quand même pas exagérer. La préférence nationale, si ça veut dire qu'on ne traite pas tout à fait les citoyens du pays comme ceux qui n'ont pas la citoyenneté, c'est quand même pas un scandale en soi. Je veux dire, tout ça, on ne peut plus débattre de tout ça sereinement. Mais encore une fois, comme on s'est moqué du monde, comme on fait des textes qui ne tiennent pas debout, qui ne pensent jamais aux conséquences, ou on ne pense pas aux conséquences de ce qu'on fait, 95 articles pour traiter le problème dont qu'on vient d'évoquer là, mais qui est le problème d'une politique globale. Vous ne pouvez pas le traiter de cette façon, en faisant 95 articles pour avoir la possibilité de marchander, parce que c'est ça. C'est ça. Il faut avoir la possibilité de marchander, donner à l'un, de prendre à l'autre, etc. Voilà, c'est vraiment une façon de légiférer par le marchandage politicien et partisan. Voilà, ça s'appelait jadis le régime des partis. On y est de nouveau. Et hélas, dans le cadre de la Ve République, que ce régime des partis, dans ce qu'il a de pire, et des politiciens, est en train de miner complètement. Voilà. Catherine, que peuvent en retenir les Français? Là, dans quelques jours, ils vont avoir le dîner de Noël. Qu'est-ce qu'ils vont se dire autour de ce dîner de réveillon? Mais ça, je ne sais pas, mais moi, je me souviens l'année dernière. Circonspect. L'année dernière, c'était pour les vœux du président. Et c'était un moment où la famille, dit le président va parler. Et là, il avait parlé 25 minutes. Et c'était une anaphore. C'est grâce à votre courage et votre engagement. Et alors, je l'ai relu après. Et moi, je n'avais pas imprimé. Parce que je disais, mais quand est-ce qu'il s'arrête? Voilà, bon. Et on relit, grâce à votre courage, votre engagement, on va réduire le chômage, les déficits, on va arrêter les... Ça ne voulait rien dire. Je me disais, mais comment, un 31, on ne pense pas aux gens qui sont chez eux, qui ont envie d'être en famille, qui ont juste les vœux, c'est des vœux, bonne santé. Enfin ouais, il faut faire très très court. Alors là, il ne sait pas faire court. Et on lui dit, fais court, il ne sait pas. Alors là, il a pris 2 heures. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il fait à la fois la partie politique et la partie... Jeux Olympiques, nous dit. Comment ? Jeux Olympiques aussi. Jeux Olympiques, en fait. Voilà. Mais je ne sais pas. Il va parler de beaucoup de choses. Je ne sais pas ce que les Français en retiendront et est-ce qu'ils resteront les 2 heures. Henri Guénaud, un dernier mot sur à la 7e fois les murailles tombèrent. C'est le titre de votre livre. Une muraille de plus est tombée. Voilà, c'est l'exemple. Quelle que soit la direction dans laquelle vous tournez vos regards aujourd'hui, vous trouvez un dérèglement ou un effondrement. Alors, et c'est pareil sur la scène internationale. Donc, voilà, ces murailles, on les a laissées s'effriter ou on les a déconstruites en disant « mais ce qui est arrivé avant nous ne nous arrivera plus ». Voilà. Eh bien voilà, tout ce qui est arrivé avant nous peut nous arriver. Exactement comme, vous savez, je reviens toujours, mais c'est arrivé après la parution de ce livre, mais c'est comme les jeunes gens qui faisaient une rave party à 4 km de Gaza. Ça ne pouvait pas leur arriver, ça ne pouvait plus arriver. Eh bien voilà, tout peut nous arriver, et que si nous relâchons notre vigilance, si nous ne sommes plus exigeants vis-à-vis de nous-mêmes, si nous relâchons l'effort sur soi-même de la civilisation, de la culture et de la civilité, eh bien voilà, il nous arrivera la même chose qu'à nos prédécesseurs. Henri Guénaud, merci beaucoup d'être venu ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. À la 7e fois, les murailles tombèrent. Je recommande votre livre pour les fêtes de fin d'année. Catherine au ciné. Secret de vie aux éditions Bouquin. 2 livres à mettre sous les sapins de Noël. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir passé ce moment d'explication pour nos téléspectateurs et nos auditeurs. Dans un instant sur Europe 1, Hélène Zélani pour l'information et Nelly Denac pour Face à l'info sur CNews. Bonne soirée à vous sur nos 2 antennes et à demain.